Ouh là 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 là. Aujourd'hui, le Canon R6. Et ben alors là, on touche une corde sensible. On va encore parler d'un boîtier dont je suis fan. Le dernier, c'était le D810. Et ben là, c'est le Canon R6. On en parle juste après le jingle. Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne où on parle de photos, de vidéos, de créa, de matos, enfin tout ce qui touche à l'image, photo, vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous pourrez suivre de façon régulière mes actualités. J'essaie d'être de plus en plus régulier et d'abonder avec beaucoup plus de contenu. Là en ce moment, je suis en train de faire une petite série, avant de repasser à d'autres sujets plus créa, une petite série sur les boîtiers d'occasion, des boîtiers plein format qui aujourd'hui se démocratisent grâce à l'occasion. Et là, tout spécialement aujourd'hui, on va parler du Canon R6. Qui, comme lors de la vidéo précédente sur le Nikon D810, encore un boîtier dont je suis fan. D'ailleurs, c'est lui qui tourne la vidéo là. Donc, eh bien, on va en parler. Et pour en parler, pour bien en parler, il faut d'abord parler de sa fiche technique. Alors, le R6, c'est quoi? C'est un boîtier hybride, marketé comme amateur expert, et là, je suis pas d'accord en fait. Pour moi, c'est pas un boîtier amateur expert, c'est un boîtier pro ou semi-pro. On va voir pourquoi avec la suite de la fiche technique. Il faut préciser que dans sa gamme, c'est un boîtier de 680 grammes, et vous allez voir par rapport à la suite que c'est extrêmement important. C'est un boîtier de 20 millions de pixels, et là je vais vous renvoyer à ma vidéo sur la définition et la résolution. Pour vous rassurer sur le fait que 20 millions de pixels, c'est extrêmement bien pour faire de la vidéo, et c'est également extrêmement bien pour faire de la photo. 20 millions de pixels, ça veut aussi dire que c'est un capteur extrêmement tolérant, et pour les gens qui investissent en occasion, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez, le mot extrêmement, il est partout. Donc un capteur intéressant parce qu'il est tolérant optiquement, et que tout simplement quand vous investissez en occasion, vous faites des compromis en termes d'investissement, vous allez acheter des optiques peut-être un peu anciennes et qui ont besoin d'un capteur tolérant, tout simplement. Donc là, c'est un très gros atout dans une stratégie d'investissement en occasion. Deuxième sujet d'importance avec ce capteur du R6, c'est sa capacité en ISO. En natif 100 ISO à 100 000, enfin un petit peu plus de 100 000 ISO, qui est facilement exploitable, soit 6400 ISO, 12800 ISO, c'est sa fourchette, où on l'exploite bien avec un bon dérotiseur. Une dynamique avec une courbe en droite de 14,26 IL, donc c'est carrément bien, surtout dans cette gamme-là. Un système d'autofocus moins 6 IL à plus 20 IL, c'est carrément énorme, surtout dans cette gamme-là. Avec le système de reconnaissance de scène, alors ce que moi j'appelle le système de reconnaissance de scène, c'est l'AF qui reconnaît les visages, les yeux, les animaux et les véhicules. Donc ça, c'est redoutable, ça en fait un système d'AF absolument redoutable, à la fois sensible, avec ce côté shark, dès qu'on a désigné un sujet, il ne le lâche plus. Donc là-dessus, il est absolument excellent. Une rafale qui va en 12 images par seconde pour le mécanique et 20 images par seconde pour l'obturateur électronique. Alors moi, j'ai une préférence pour le mécanique, parce qu'on évite les limites d'usage de la rafale électronique qui peut poser des problèmes. Cela étant, évidemment, ça fait deux cadences de rafale extrêmement élevées qui du coup le positionnent par rapport à des boîtiers beaucoup plus haut de gamme par rapport à ça. Et puis dernier sujet, la vidéo. La vidéo, on a de la Full HD 120 et de la 4K 60 avec du log, du C-Log 1 et du C-Log 3, avec une limite d'enregistrement à une demi-heure, mais aussi un risque de surchauffe aux cadences les plus élevées, aux définitions les plus élevées. Donc là, ça veut dire qu'il y a une double limite. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai enregistré la vidéo précédente, j'ai eu, alors non pas le blocage de surchauffe, mais l'alerte de la surchauffe,
parce que j'avais tourné plusieurs vidéos en enfilade sans avoir la présence d'esprit de faire des pauses, ne serait-ce que pour me reposer moi, et ça aurait reposé l'appareil. Donc ça veut dire, par contre, ce problème de surchauffe peut être shunté en utilisant un enregistreur externe, un Atomos Ninja 5 par exemple. Et à ce moment-là, vous résolvez le problème, ce qui est souvent le cas des vidéastes qui utilisent des enregistreurs externes. Donc là, en l'occurrence, le problème ne se posera pas. Moi, je ne le fais pas, mais je devrais. Donc si je résume cette fiche technique, vous avez plusieurs très gros atouts. Vous avez un capteur qui est très bon, très tolérant. Vous avez un système d'autofocus qui est extraordinaire. Vous avez une très bonne rafale. Donc ça veut dire que ce boîtier va être extrêmement polyvalent. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez faire du reportage, vous pouvez faire du sport, de l'animalier, du paysage, de l'architecture, tout est possible. Et en fait, il va être carrément à comparer avec des boîtiers de reportage parce qu'il a cette polyvalence, tout simplement. Et à cette polyvalence, on va ajouter une capacité vidéo, certes avec un bémol sur le risque de surchauffe, un deuxième bémol, mais ça les vidéastes savent le gérer, c'est le rolling shutter. Alors le rolling shutter, pour ceux qui ne sont pas habitués, qui sont plus versés photo, en fait en lecture électronique, le capteur est lu ligne par ligne en partant du haut. Bon. Ce qui fait que quand un ballon va rentrer dans l'image, au début, le ballon est là, la première ligne est lui ici. Quand on arrive au milieu, le ballon est là. Donc la ligne du milieu est lui ici, et la ligne du bas, elle est lue quand le ballon sort du cadre. Ce qui veut dire que votre ballon va avoir une magnifique forme oblongue, pas très réaliste. Alors ça, c'est un exemple avec un ballon, mais vous pouvez le faire avec des poteaux, un préau. Vous balancez votre boîtier en faisant ça horizontalement, et tous vos poteaux seront inclinés, plus inclinés que la tour de Pise. Et pas forcément gigotant de façon considérable. Donc ça, c'est le rolling shutter. Après, il y a le bras du tennisman arqué, toutes sortes de choses irréalistes qui viennent du rolling shutter. Donc ça se gère aussi en jouant sur la vitesse. Mais ça peut être pénalisant quand on fait, si vous voulez faire un tournage un petit peu sérieux, sur un spectacle de danse par exemple, si vous avez toutes les jambes et tous les bras qui sont courbés dès qu'il y a un mouvement, ça pose un problème. Donc ça veut dire qu'en vidéo, il faudra, si vous êtes très exigeant, choisir un autre outil. En occasion, enfin en neuf, c'est un boîtier qui se vendait 2900 €. Sur la fin, il se vendait plutôt 2500 €. En occasion, on est plutôt autour des 1500 €. Il a bien chuté en cote, tout simplement parce qu'évidemment, il y a un Mark II qui vient en concurrence. Mark II qui a d'autres atouts, dont on ne parlera pas ici. J'oublie un atout très important sur ce boîtier, c'est qu'il est doté d'un IBIS, c'est-à-dire une stabilisation interne, ce qui veut dire que tous ceux qui ont des difficultés avec les optiques non stabilisées, qui se disent quand même, est-ce que ça va pas me manquer, là vous avez le boîtier qui stabilise, donc ça veut dire que toutes les optiques non stabilisées, vous les stabiliserez quand même. Et la stabilisation du boîtier est très performante, donc là-dessus, plus de crainte à avoir, on stabilise, nickel. Et en plus, c'est efficace. Et puis, autre atout, si vous utilisez une optique série L, monture RF, qui est stabilisée, le boîtier prend en compte automatiquement les deux stabilisations, c'est-à-dire l'IBIS et la stabilisation de l'optique, et il optimise les deux lui-même. Donc ça, c'est carrément intéressant, ce n'est pas le cas par exemple sur les Nikon, où il faut utiliser l'un ou l'autre. Là, le boîtier fait sa tambouille des deux, il s'en débrouille et ça fonctionne extrêmement bien. Alors vous êtes habitué à mes comparatifs, une fois que j'ai parlé de la fiche technique du boîtier, et de ses atouts, de ses points faibles, on a vu que le R6 a beaucoup d'atouts dans sa manche, et puis avec le comparatif des boîtiers qui vont suivre, on va se rendre compte que ces atouts sont peut-être plus considérables qu'on l'imagine au premier abord. Pour 1500 €, qu'est-ce qu'on sait faire en matière de boîtier pro ou semi-pro ? En occasion ou en neuf, d'abord en neuf d'ailleurs, où je vais oser un comparatif pour le coup un petit peu audacieux avec le Canon R7. Pourquoi le Canon R7 ? Tout simplement parce qu'en occasion, aujourd'hui, en neuf, pardon, aujourd'hui, il se vend à 1500 €. Donc du coup, on est dans la gamme de prix. On est dans la gamme de prix, mais c'est un boîtier radicalement différent puisque c'est un APS-C.
C'est un hybride, donc dans la même forme. C'est un boîtier qui est marketé amateur et qui pour lui, on va le voir, il a clairement un range amateur mais avec des atouts considérables. C'est un 32 millions de pixels qui va de 100 à 32 000 ISO, donc il est un petit peu moins poussé sur la sensibilité. C'est un boîtier qui va s'exploiter assez bien jusqu'à 3200 voire 6400 ISO avec un dérotiseur performant. Un AF qui va aller de moins 5 IL à plus 20 IL, donc il est peut-être un petit peu moins sensible que celui du R5. Mais par contre, sur ce qui est de la reconnaissance de forme, il a un catalogue d'objets détectables un petit peu plus important que celui du R6. Donc vous voyez, moins sensible, mais avec un catalogue plus important. Alors c'est un catalogue qui est enrichi d'une part par celui du R3, et par rapport au R3, il a aussi quelques petits atouts en plus. Mais il est moins sensible. Nouveau point, c'est sa cadence de rafale. 15 images par seconde en mécanique, 30 en électronique, c'est considérable. Et il a aussi le pré-enregistrement de la rafale. Enfin, moi j'appelle ça pré-enregistrement, c'est-à-dire que quand vous cliquez, il a déjà enregistré la seconde qui précède. Ce qui fait que pour des photographes de sport ou des photographes animaliers, des fois on peut un petit peu se faire déborder par l'action. Du coup, on a la seconde qui précède notre réaction sur le déclencheur. Donc ça peut être très intéressant. Je pense que d'ailleurs sur les boîtiers neufs, c'est quelque chose qui va se généraliser. Mais du coup, ça en fait un boîtier qui peut être particulièrement intéressant pour les photographes de sport et les photographes animaliers sur ce point-là, et aussi sur le coefficient multiplicateur APS-C, 1,6 pour Canon, où vous allez pouvoir substituer un 400 mm à un 600 mm pour alléger le sac ou faire des compromis financiers, tout simplement parce que les 600 mm sont assez chers, même ceux de chez Sigma en 150-600 ou en 60-600. En vidéo, c'est un boîtier qui a du C-Log 3, Full HD 120, 4K 30, donc c'est pas mal du tout. Pour un billet de 1500 €, c'est un boîtier qui lui aussi est doté d'un IBIS. Donc vous voyez, si on compare avec le R6, alors ok, le R6 est plein format, meilleur en ISO, il vous valorise les grands angles avec leur vraie valeur, parce qu'évidemment, un APS-C, vous lui mettez un 20 mm, ça devient un 30 mm, donc c'est pénalisant. Mais du coup, c'est fonction de vos usages. C'est-à-dire que si vous êtes photographe animalier et que vous ne voulez pas vous traîner un 600, à ce moment-là, c'est peut-être le R7 votre atout et c'est pas forcément le R6. Pour tout ce qui est reportage, mariage, architecture, moi je privilégierais plutôt le R6 eu égard à ses qualités. Maintenant, on peut comparer d'autres exemples chez Canon, par exemple le 5D Mark IV en occasion. Alors du coup, c'est un comparatif audacieux parce que le 5D Mark IV est un réflexe, du coup plus ancien, plus lourd, on est sur 800 grammes, mais c'est là justement qu'on va peut-être justifier le choix du R6 en occasion, parce que 800 grammes contre 680 grammes, ouais, ça fait une sacrée différence. Alors, le 5D Mark IV, c'est quoi? C'est un réflexe professionnel, plein format, 30 millions de pixels, pas mal, avec une montée en ISO 100 à 32 000, avec une dynamique qui flirte avec les 14 IL, une courbe en parabole, une jolie courbe en parabole qui tient bien, ce qui en fait un boîtier que vous arrivez à monter correctement. 6400, 12800 ISO en limite max, suivant votre tolérance au bruit et votre logiciel. Et puis un système d'autofocus qui va de -3 à +18 IL. Alors là, c'est du réflexe classique, donc ça veut dire collimateur en croix, 61 points. Ça fonctionne très bien, mais c'est très loin d'être du niveau de ce que fait le R6. Et puis en vidéo, c'est de la 4K 30, de la Full HD 60, mais là je vais me répéter sur ce que j'ai dit dans de nombreuses vidéos, sur le matériel d'occasion. Les réflexes ne sont pas spécialement des outils optimisés pour la vidéo, donc sur la vidéo, là je privilégierais les hybrides et pas les réflexes. Il a une cadence de rafale de 7 images par seconde, donc ça veut dire que ce réflexe, qui était très haut de gamme, vendu 3500 € prix catalogue quand il était sur le marché en neuf, aujourd'hui en occasion plutôt 1200-1300, on se rend compte que ce boîtier a du mal à se défendre par rapport à un R6.
ok, c'est un boîtier qui est construit de façon costaude, mais à côté de ça, c'est un boîtier qui est lourd, c'est un boîtier qui finalement a moins bonne AF que le R6, c'est un boîtier qui n'est pas fait pour la vidéo, c'est un boîtier qui a une bonne montée en ISO. Donc finalement, ok, il est un peu moins cher que le R6 en occasion, il est peut-être plus facile à trouver aussi en occasion, mais il n'a pas les mêmes atouts. Deuxième exemple, même troisième exemple, troisième exemple à comparer, ça serait le 1DX Mark II. Et là, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait spécifiquement sur lui. C'est un boîtier hyper pro, donc monobloc, plus d'1,3 kg, donc ça commence à être costaud. C'est un boîtier qui est solidement construit, fait pour durer. C'est un boîtier de 20 millions de pixels, donc ça veut dire que la tolérance optique, c'est le même discours que pour le R6. C'est un boîtier qui est très tolérant, c'est un boîtier qui monte très bien en ISO. Là encore, je vous renvoie à ma vidéo précédente sur le 1DX Mark II. Rafale à 14 images par seconde, ça c'est très très bien. Un bon système d'AF, mais qu'on ne peut pas comparer avec celui du R6. Là encore, le R6 le bat à plat de couture. En vidéo, Full HD 120, c'est pas mal, mais le R6 le bat à plat de couture. C'est un boîtier qui se vendait 6 500 € neuf. Aujourd'hui, entre 1009 et 2100, suivant son état. Seulement, quand on regarde dans le détail, le R6 est mieux. Donc, ok, le monobloc ça fait rêver, l'Hyper Pro ça fait rêver, mais ce boîtier-là, à ce prix-là, par rapport à un R6, il n'y a pas photo. Quand je vous dis que je suis fan du R6, c'est parce que avant j'étais utilisateur de Nikon, j'étais nikoniste, j'avais un D5. Le D5 c'est le frère du 1DX Mark II, hein, c'est quasiment le même boîtier, un cheveu près, et voilà. Mais clairement, le R6 les bat tous les deux, il n'y a pas photo. Et il se vend moins cher. Donc j'ai envie de dire, allez-y, sans problème. Un petit mot, très bref, sur son frère, le Canon R5, qui a un hybride pro, qui évidemment se vend beaucoup plus cher, mais du coup, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de sa fiche technique, mais du coup il est beaucoup plus intéressant en vidéo, parce qu'il a beaucoup moins de rolling shutter. Il a une cadence Full HD 120, 4K 120, 8K 30 images par seconde. C'est log 1, c'est log 3. Il fait du RAW. Comment dire? Pour un vidéaste exigeant, c'est le R5 le bon choix. Évidemment, si vous faites un compromis d'investissement, ça sera le R6 ou le R7, suivant le type de sujet vidéo que vous travaillez. Mais voilà, le R5 est à envisager. Aujourd'hui, il est très difficile à trouver en boîtier d'occasion parce qu'il est encore au catalogue. C'est un boîtier de marché, un boîtier qui se vend 4 500 €. En occasion, aujourd'hui, c'est plutôt 3 000, 3 300 €. À mon avis, dans 6 mois, il y aura peut-être un successeur au R5, donc ça veut dire que la cote va tomber, va shooter, donc il y aura peut-être des belles opportunités. C'est un boîtier qui s'est plutôt bien vendu, donc on verra peut-être sortir des occasions. C'est un boîtier aussi sur lequel il y a des attentes en termes d'évolution par rapport au R5 Mark II, donc à surveiller. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est à surveiller, parce que clairement on a là encore un très très bon boîtier, une perle, et qui en occasion sera une très 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 bonne occasion. Voilà. Donc le mot de la fin, est-ce que je vous conseille le R6 pour faire de la photo? Réponse oui, sans hésiter, c'est un très bon boîtier pour la photo. Est-ce que je vous le conseille pour la vidéo? Eh bien oui, mais avec les réserves dont je vous ai parlé. Rolling shutter, faut faire attention. Surchauffe, faut faire attention. On peut la contrer avec un enregistreur externe. On peut aussi choisir le R5 si vous avez le budget. Voilà ce qu'on peut dire, parce que finalement, en face du R6, dans la même gamme de prix, il n'y a pas grand-chose. Personne ne résiste. Parce que clairement, dans la gamme hybride Canon, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est pour ça que personne ne tient en face. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera dans votre choix d'investissement en occasion ou en neuf éventuellement. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. À bientôt.